Mathieu Ozano, je travaille avec le Shift Project dont l'ambition c'est d'être le groupe de réflexion de la transition carbone. Julien, tu as parlé d'utopie. Est-ce que ce dont on va parler maintenant est oui ou non une utopie? On peut rappeler quelques chiffres pour donner l'ampleur du défi. D'après une étude publiée le mois dernier par Nature, précisant un petit peu ce qu'on sait sur notre budget carbone, on sait que, d'après cette étude, il faudrait, je ne sais pas si c'est employer le futur ou le conditionnel, tellement l'enjeu est énorme, il faudra laisser sous terre un tiers du pétrole, des réserves de pétrole prouvées, la moitié des réserves de gaz et 80% des réserves de charbon prouvées. Une fois qu'on a dit ça, on a déjà une vision de l'ampleur du problème, sachant que, je le rappelle, les 3/4 de l'énergie fournie à l'humanité, ce sont des énergies, précisément celles-là, des énergies fossiles. Donc ce budget carbone, c'est-à-dire la quantité de CO2 qui nous reste à brûler pour espérer rester en deçà de la limite des 2 degrés de réchauffement, c'est 1000 gigatonnes. Au rythme actuel de consommation, on aura atteint ce budget au début de la décennie 2030, en partant de l'hypothèse que derrière, on n'en émet plus du tout. Voilà. Par l'émission impossible, on est en plein dedans. Maintenant, il y a un mouvement, et c'est pour ça qu'on avait envie d'attirer l'attention des gens qui sont spécialistes ici, il y a aussi quelques journalistes, sur la campagne qui émerge très fortement dans le monde anglo-saxon, qui est née quelque part autour de la City et de Wall Street, qui est la campagne Divest, Invest. Le Guardian a écrit il y a quelques jours que cette campagne de désinvestissement du carbone avait un rythme de déploiement actuellement de manière assez protéiforme et assez diffuse à travers les universités américaines, à travers un certain nombre de fonds de pension catégoriels, que cette campagne de désinvestissement progresse plus vite que les 2 grands précédents historiques qu'on connaît, le tabac et l'apartheid. L'apartheid, il y avait un rôle, l'embargo sur le pétrole d'ailleurs a joué un rôle très important, mais je referme la parenthèse. Et tout récemment, pour continuer sur ce petit point d'actualité, on voit dans la presse anglo-saxonne à nouveau émerger une espèce de contre-attaque de l'industrie fossile, notamment aux États-Unis, pour le charbon et le pétrole. Il y a une étude qui vient de sortir de l'Institut pétrolier américain qui dit attention, en pointant notamment ceux qui sont en pointe précisément de cette campagne, c'est-à-dire les universités américaines, Harvard par exemple, des fonds d'investissement très importants, disant attention Harvard, vous allez perdre fonds d'investissement Harvard, si vous faites ça, si vous désinvestissez, vous allez perdre des milliards de dollars. Au-delà de cette campagne Disinvest, il y a beaucoup d'acteurs ici de ça, d'autres modalités de transition carbone dans les portfolios d'investissement, des engagements d'actionnariat, ça peut être des exclusions, et puis ça peut être des sélections, on va en parler, notamment dans la deuxième table ronde, des meilleurs, des agents les firmes les plus vertueuses dans ce domaine. On voit le plus gros fonds d'investissement souverain de la planète aujourd'hui, probablement, le fonds d'investissement norvégien, qui a décidé, là tout récemment, après de très âpres débats, de sortir des investissements charbon, entre autres, et ciment. Alors je serai corrigé, mais c'est ce que j'ai lu dans l'étude, alors c'est pas tout à fait exact. Ce qui est l'ironie de l'histoire, c'est qu'évidemment ce fonds d'investissement est nourri par le pétrole de la mer du Nord. Pareil pour le fonds d'investissement de la famille Rockefeller, a décidé de s'écarter dans son portfolio d'un certain nombre d'actifs carbonés. On peut rappeler que les Rockefeller restent parmi les principaux actionnaires d'Exxon. Bon voilà, et puis on voit des acteurs de tout premier plan à Wall Street. On a vu Paulson, Bloomberg s'intéresser à ça, lancer un groupe d'études sur l'exposition au risque carbone. Donc voilà, c'est peut-être ça l'aspect le plus saillant et le plus décisif, c'est qu'on voit au-delà
de campagne militante, tout un tas d'acteurs majeurs de la finance commençaient à se poser le problème de leur exposition au risque carbone. Le président de la Banque mondiale en parle, le président de la Banque d'Angleterre en parle. AXA dit attention, le charbon, il y a peut-être un petit problème derrière à investir là-dedans à terme. Donc on est loin d'une communauté de décroissants chevelus, désormais. Et bien qu'il soit assez bellement chevelu, je vais passer la parole à Mark Lewis, qui est chez Kepler Chevreux, et puis surtout, historiquement, qui a eu un rôle, qui a fait partie des gens qui ont fait émerger cette notion de stranded assets. Alors, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit, et de bulle carbone. Donc, Mark Lewis, je te laisse la parole, si tu veux bien nous raconter en quelques minutes, ne serait-ce que la genèse de cette idée de stranded assets et de bulle carbone. Je te laisse la parole. Oui, avec plaisir Mathieu. Merci beaucoup et merci pour l'invitation de venir cet après-midi. Donc, je m'appelle Mark Lewis, je suis actuellement responsable de énergie et climat, recherche énergie-climat chez Kepler Chevreux. Avant, j'avais fait 14 ans à la Deutsche Bank comme analyste responsable les derniers 7 ans pour les marchés carbone. Donc, c'est ça un peu ma propre histoire dans le champ de climat. Et en ce qui concerne la genèse de l'idée de stranded assets liée surtout avec le climat et le risque climat, c'est certainement le think tank Carbon Tracker qui a mis cette idée vraiment sur la table en 2011 en publiant un petit papier, un papier de 20 pages, pas plus long que ça, intitulé Unburnable Carbon, donc le CO2 imbrûlable ou carbone imbrûlable. L'idée c'est quoi? L'idée c'est vraiment très simple. Très simple. Nous avons un budget de CO2 qui nous reste, Mathieu vient de l'évoquer. Nous pouvons d'ici 2030-2035, ça dépend du taux d'utilisation de l'espace dans l'atmosphère qui nous reste, mais nous avons un budget d'à peu près 1 milliard de tonnes de CO2 jusqu'au moment où on dépasse la limite de 2 degrés qui nous a été donné par le consensus scientifique, par la IPCC. Et donc, pour Carbon Tracker, l'idée c'est de dire, ok, si on a un budget de 2 degrés de réchauffement possible, et si ce budget est de 1000 à 1 milliard de tonnes de CO2 d'ici 2030-2035, ça veut dire que le montant de réserve de carburants fossiles qui sont sur les bilans des grandes sociétés fossiles actuellement, la plupart d'entre ces réserves sont imbrûlables. On n'aura pas le droit de les brûler, et, sauf que le marché économique valorise ces actifs. Donc il y a une dissonance entre la valorisation des bourses, des boîtes qui sont impliquées dans l'exploitation des réserves fossiles, d'un côté, et le consensus scientifique. Donc comment, si vous voulez, comment faire le pont entre ces deux positions et faire en sorte que le monde soit plus rationnel et surtout que le monde des investisseurs soit plus rationnel en ce qui concerne le risque de CO2. Parce que le risque, et ça donne lieu après à la notion de stranded assets. C'est quoi stranded assets? Stranded assets, ou le risque de stranded assets, c'est le fait que tôt ou tard, on doit supposer que les gouvernements mondiaux, espérons que ce soit pareil en décembre de 2015, mais tôt ou tard, les gouvernements vont être obligés d'agir. Et donc, ils vont être obligés de mettre en place de la législation qui empêche que les 1 milliard de tonnes soient dépassées. Et donc, si les sociétés fossiles continuent à investir comme s'il n'y avait pas de contraintes, comme si il n'y avait absolument pas de budget CO2, bah, les investisseurs dans ces boîtes vont courir le risque qu'un jour, la valeur de ces actifs
va devoir être written down, voilà, dévalorisé, et le rendement attendu des investissements ne sera pas là. Donc voilà, c'est vraiment une idée très simple à la base, mais ça ne veut pas dire, par contre, que c'est facile à faire passer aux sociétés qui sont impliquées dans cette activité. Il y a une autre dimension de cette question. D'ailleurs, on entend parler sans cesse, du moins dans les cercles que nous bougeons, du concept de stranded assets. Il y a un autre concept qui n'est pas tout à fait la même, mais qui est très lié avec, c'est la notion de wasted capital. C'est-à-dire, évidemment, la notion de stranded assets est liée avec le risque pour les investisseurs, pour les actionnaires dans ces boîtes. Mais évidemment, si jamais les boîtes investissent dans des actifs qui, tôt ou tard, dans le futur, vont être dévalorisés, il y a une perte pour la société en général. Donc il y a un capital qui est gâché, qui pourrait être employé dans une façon plus rationnelle pour la généralité de la société. Donc moi j'aime bien aussi parler de wasted capital parce que ça fait en sorte que les enjeux ne sont pas seulement pour les investisseurs, c'est pour nous tous, c'est pour la société. Et donc il y a une dimension de responsabilité de ces sociétés-là, pas seulement envers leurs investisseurs et leurs actionnaires, mais envers la société en général. Mathieu a dit gentiment que j'ai joué un peu un rôle aussi dans l'évolution de l'idée de stranded assets. Le travail que je fais depuis un an chez Kepler Chevreux, j'ai essayé d'en tirer deux conclusions du travail de Carbon Track, là principalement. D'un côté, essayer de quantifier un peu le risque financier de stranded assets, si jamais on arrive à boucler un accord global sur le climat qui dirait on va mettre en place effectivement un limite de 2 degrés. Qu'est-ce que ça voudrait dire, un limite de 2 degrés pour les sociétés fossiles en ce qui concerne le risque de stranded assets en termes réels, en termes de dollars ou euros perdus? C'est important cette question parce que ça permet aux investisseurs, dès qu'ils ont une idée de la taille du problème, de mettre davantage de pression sur le management des boîtes concernées. Et donc ce que j'ai fait à la base, c'est une analyse assez simple, encore une fois. L'Agence internationale énergétique a eu la gentillesse de faire une étude très approfondie il y a 18 mois sur les implications d'un accord de 2 degrés sur les prix des carburants fossiles dans le futur. Et en prenant la différence entre les prix des fossil fuels dans le futur sous un monde de 2 degrés d'un côté et les volumes vendus sur un monde de 2 degrés d'un côté, par rapport au scénario de business as usual, le monde qu'on habite actuellement, on peut calculer le montant de revenus qui est à risque d'ici 2035, sur les 2 décennies à venir. Et en faisant ces calculs, moi je suis arrivé à la conclusion que si jamais on arrive à Paris 2015 à boucler un accord de 2 degrés, l'industrie fossile pourrait perdre 28 000 milliards de revenus, de dollars, 28 000 milliards de dollars de revenus dans les 2 décennies à venir, dont 2 tiers seraient pour l'industrie pétrolière et grosso modo une sixième partie pour l'industrie de gaz et une 6e partie pour l'industrie de charbon. Donc les enjeux sont énormes et c'est bien pour cela qu'on voit bien la résistance de la part de la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart des grandes sociétés fossiles qui n'ont pas vraiment commencé encore à changer leur activité d'investissement. Un dernier mot sur ma démarche.
la question de stranded assets est normalement traitée sous l'angle de la baisse de demande qui porterait avec lui un accord de 2 degrés. Évidemment, si on met en place un accord de 2 degrés, ça voudra dire dans le futur, forcément, que la demande pour les fossil fuels est plus bas dans le futur. Et donc, le prix est plus bas aussi. Donc ça, c'est la démarche classique de Carbon Tracker. Ce que moi, j'ai voulu défendre aussi, c'est la thèse opposée, que même si les prix de pétrole continuent à monter dans le futur, ce qui est ma théorie de base d'ailleurs, sans un accord climat, je pense que ça, c'est ça qui va se passer, malgré le problème en ce moment dans le marché. Mais même si les prix continuent à monter à long terme dans le futur, je ne pense pas que ça va sauver l'industrie pétrolière. Pourquoi? Parce qu'il y a la dynamique opposée pour les énergies renouvelables. Et donc il y a une forte baisse des coûts de l'industrie renouvelable depuis très longtemps, et nous sommes convaincus que cette tendance de réduction de coûts dans les énergies renouvelables, les technologies renouvelables, va continuer, que par exemple les véhicules électriques deviendront de plus en plus importants dans le futur. Et nous avons fait une étude très approfondie là-dessus qui est sortie en septembre de l'année dernière, où nous avons identifié la Chine et l'Inde comme des pays clés. Si jamais ces 2 pays-là mettent en place des incentives pour les véhicules électriques, ce qui est déjà le cas en Chine, les perspectives de croissance pour l'industrie pétrolière dans le futur ne sont pas du tout les mêmes. Et donc il y a un risque de stranded assets, même si on continue à investir sur un scénario de prix de pétrole qui continue à monter. Donc pour moi, l'industrie pétrolière ne peut pas dire tout est bon si jamais on peut stopper un accord climat, parce qu'il y a une logique économique aussi avec la transition énergétique qui est déjà là. Donc pour moi, il faut absolument que l'industrie pétrolière et les autres industries fossiles aussi commencent vraiment à changer leur attitude. On a eu Statoil la semaine dernière qui a dit qu'eux, ils vont dans le futur mettre beaucoup plus de capital, investir beaucoup plus dans les renouvelables. Je pense que c'est la première grande société pétrolière qui dit ça, et on attend avec impatience que les autres suivent cet exemple. Il y a eu Beyond Petroleum qui était une expérience oui. Et Total qui est l'un des plus gros investisseurs dans le photovoltaïque. En France en tout cas. Hugues Chenet, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est To Decrease Initiative? Comment tu regardes cette campagne des Invest et un peu quelles sont les nuances que tu peux y apporter et parler un peu de tes interlocuteurs? Bonjour à tous. Je vais vous remercier très chaleureusement de m'avoir invité ici parce que je ne pensais pas revenir exactement à la même place pour parler d'engagement et de long terme. J'ai eu l'occasion de me marier exactement à cet endroit-là, une dizaine d'années. Donc voilà, toujours à la même place, mais pas pour parler de culture et de nouveaux engagements. Enfin, donc oui, du coup, là je pense que ce qui est assez intéressant dans le concept que vient d'expliquer Marc, qui peut paraître, même s'il est simple, peut paraître un peu compliqué sous certains angles, c'est malgré tout il est suffisamment simple pour avoir motivé la société civile et notamment on va dire, le grand public en tant qu'épargnant et en tant qu'épargnant ou à très long terme pour les étudiants. Donc on va en reparler dans le cadre donc, de cette campagne de divestment ou de désinvestissement. Alors d'un côté on peut dire que le concept est assez simple. On a l'impression que ça peut, après la démonstration de Marc, que forcément ça va se réaliser, il va y avoir des prises de position en termes d'investissement qui vont changer et des modalités financières qui vont évoluer, on va voir les acteurs bouger sur cette question-là. Pour autant, aujourd'hui, malgré, tu disais que c'était en termes de dynamique probablement quelque chose de très rapide par rapport à l'autre, en tout cas à ce jour, on constate qu'il n'y a pas forcément eu un gros impact de la part du positionnement des acteurs financiers et a priori pas encore de grosses pressions purement financières chez les acteurs du secteur pétrolier.
Pour autant, il y a beaucoup de choses positives qui se passent, notamment grâce au relais de la société civile, donc sur le désinvestissement. Donc les choses principales qui ont lieu aujourd'hui sont plutôt dans le monde anglo-saxon. Donc même si vous avez réussi à nous réunir aujourd'hui, ce qui est vraiment un succès, je pense qu'en France, en Europe continentale, il ne se passe pas énormément de choses. Ça se passe surtout aux États-Unis, en Angleterre, autour notamment pour ce qui est des États-Unis, de tout ce qui est des fonds de dotation des universités avec l'engagement des étudiants auprès de leurs universités pour qu'ils désinvestissent du secteur pétrolier. Donc ça fait beaucoup de bruit, ça fait la première page des journaux, Barack Obama s'en empare, peut caser ce mot divestment dans un discours, etc. En revanche, quand on regarde les chiffres, alors les derniers chiffres que j'ai trouvés montrent qu'en gros depuis 2012, depuis le début de la campagne, on n'a que, alors je sais retrouver pour ne pas vous dire de bêtises, mais on n'a que moins de 0,1% des investisseurs concernés, des investisseurs qui ont une capacité d'aller sur ces sujets-là, qui auraient divesti à ce jour ou qui se seraient penchés suffisamment sur la question. De quel volume, ça fait quel volume c'est une note de mes notes, mais c'est 50 milliards. Alors là, je ne parle pas de désinvestissement, en termes de montants, je parle juste des montants qui sont gérés par ces entreprises financières. Et donc ça représente que 0,1%, enfin un peu moins même, de leur secteur. Et du coup, ça équivaut à 50 milliards, ça équivaudrait, je mets beaucoup de bémols sur les chiffres, à 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et là-dedans, c'est que la partie concernant le pétrole qui serait concernée. Et donc en termes de répercussion, ça équivaudrait, pareil, à un petit pourcentage de l'ordre de 1% de la capitalisation des sociétés pétrolières, donc, sur lequel il y aurait eu un désinvestissement de la part de certains investisseurs, sachant que si un investisseur sort, il a baissé les prix et c'est encourageant pour quelqu'un d'autre. Ça peut faire baisser les prix si c'est suffisamment significatif, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui l'achète. Donc la perspective de faire bouger les lignes de cette manière-là. D'accord. Comment est-ce que vous voyez une approche pertinente dans ce contexte-là? Alors, en termes purement de désinvestissement et d'efficacité, je pense qu'il y a une prochaine étape qui devrait être, s'il doit y avoir un impact sur la quantité, sur la masse critique qui doit être atteinte pour qu'il y ait un réel impact sur une pression financière. Là, je parle vraiment des arguments financiers sur les entreprises pétrolières de la part de leurs financeurs et investisseurs. Et du coup, c'est essentiellement une question de masse critique, donc il faut calculer. Mais à mon avis, on en est loin parce qu'on est sur des relativement petits chiffres aujourd'hui, donc ça n'influence pas vraiment la capacité de financement de ces entreprises-là et le coût du capital, en gros, pour elles, à ce jour. Si on est sur une dynamique telle que tu l'as décrite, qui continue donc à croître, en revanche, on peut imaginer assez facilement qu'au bout d'un certain moment, donc le plus rapidement possible, si on parle en termes de climat et d'intérêt général, des mouvements plus massifs de désinvestissement pourraient avoir un impact. Dis-nous un mot un peu de ton travail à TotalEnergies Initiative. Quel est votre but? Alors nous, la manière dont on aborde ce sujet-là est justement que il se passe beaucoup de choses sur tout ce qui est des investissements et mobilisation des investisseurs sur les sujets fossiles. Ça avance. Et nous, la manière dont on voit les choses, c'est que pour arriver à shifter, si tu me permets de plagiat, l'économie sur une trajectoire de 2 degrés, il va falloir un maximum d'action et pas que sur je ne vais pas dire que c'est une niche, parce que c'est assez essentiel dans la problématique climat, mais pas que sur un sujet, pas que sur un secteur, et qu'il s'agit bien de mobiliser toute l'économie et de la faire bouger peu à peu dans une trajectoire de 2 degrés, puisque si on ne change pas grand-chose, aujourd'hui on est plutôt sur 5-6 degrés. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser l'intégralité des secteurs économiques pour les faire bouger, et comment, d'un point de vue financier, sous l'angle de la répartition sectorielle d'un portefeuille ou sous l'angle des technologies sur lesquelles on va investir plus que sur d'autres, comment on va pouvoir pousser l'économie sur la bonne trajectoire. Donc nous, notre vision des choses, elle n'est pas forcément sur une vision très pointue comme le divestment le pousse, et à mon avis, il y a quand même un certain nombre de succès sur cette question-là, sur l'opinion publique. C'est d'essayer de modifier totalement la manière dont on conçoit le rôle du secteur financier et la manière dont on finance l'intérêt général à long terme, puisque l'intérêt général à long terme, c'est une trajectoire de 2 degrés. Pour se mettre sur une trajectoire de 2 degrés, il y a un certain nombre de choses à changer, un certain nombre de secteurs à pondérer différemment et à mobiliser plus de financement sur certains types de technologies que sur d'autres. Donc nous, c'est l'essentiel de notre problématique, et du coup,
On la regarde à la fois sur des questions purement financières, d'allocation et de stratégie, et sur tout ce qui tourne autour en termes de régulation financière, en termes de reporting des entreprises, pour que les entreprises fournissent notamment aux investisseurs et puis aussi aux personnes qui ont des sous-investis en termes d'épargnants, qui se sentent investis dans ces entreprises, qui est de la donnée, qui est des informations qui remontent au niveau de ceux qui prennent la décision d'investissement pour être éclairés et savoir vraiment s'ils investissent dans la bonne entreprise. Donc du coup, on va travailler aussi bien sur la régulation que sur des problèmes très méthodologiques et ce à quoi faisait référence tout à l'heure Marc sur les questions de scénario, et notamment avec l'Agence internationale de l'énergie. Ok. Je voudrais, avant qu'on attaque le débat, puis je vais rapidement passer la parole à la salle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens compétents qui ont des choses intéressantes à dire ou des questions à poser. Avant ça, Pascal Durand, merci d'être avec nous, eurodéputé, Europe Écologie Les Verts. Hugues, tu parlais de 50 milliards. On voit passer d'autres chiffres. Il y a une coalition, il y a la Portfolio Decarbonization Coalition qui s'est montée il y a quelques mois, qui espère faire shifter ou décarboner un portfolio de 100 milliards à l'échelle mondiale. 100 milliards, c'est le montant du fonds vert qu'on n'a jamais réussi jusqu'à présent à réunir. Donc ma question, c'est comment est-ce que vous regardez ce mouvement émergent, et est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas s'il faut dire l'espoir ou l'éventualité de voir le business prendre de court les négociations internationales finalement, en étant peut-être excessivement optimiste? Oui, merci d'abord, merci de m'avoir invité et d'essayer de laisser, j'allais dire, une part à la réflexion politique dans un enjeu qui, là, est essentiellement citoyen et directement lié à ce que j'appelle l'économie réelle. Juste un mot, tout à l'heure, on citait Kant et son impératif catégoriel. Kant, la morale de Kant, elle tourne de « que puis-je espérer ?» en fait. C'est ça, Kant, c'est « que puis-je espérer ?» Que puis-je imaginer pour pouvoir vivre dans un monde où effectivement ma morale est en adéquation avec mes actes et avec ce que je peux faire. Et je crois que là, on est vraiment en train de toucher du doigt avec ce sujet, et je ne vais pas rentrer vraiment dans les chiffres, mais je vais essayer en 5 minutes, c'est pas évident en 5 minutes, de toucher à quelque chose qui est de l'essence même, à la fois de la politique et du vivre ensemble. On a clairement au XXIe siècle, pour la première fois vraisemblablement, l'humanité a rendez-vous avec elle-même. Et ça n'est pas un mot fictif, ça n'est pas j'allais dire un effet de tribune de dire cela. L'action de l'être humain sur son environnement a été telle, sur les dernières années, que c'est le modèle de civilisation qu'il a construit au cours des millénaires précédents qui est en danger. Il est en danger pour beaucoup d'aspects. Il est en danger évidemment par rapport à une économie qui tournait autour au départ de l'agriculture, du pâturage, de la possibilité de prendre les ressources dans la nature de manière, j'allais dire, illimitée, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit effectivement les énergies au sens large. Ce monde-là est derrière nous. Quoi qu'il arrive, il est derrière nous. On va rentrer dans un monde où il va falloir préserver les ressources et plus simplement partager les richesses. Donc ça, c'est un premier basculement. Mais il y a un deuxième basculement qui est celui aussi du vivre ensemble et de la démocratie. On voit très bien que si l'on croit, les experts, si l'on croit que effectivement la question des 2 degrés est une question vitale au sens premier du terme, alors on voit très bien qu'on va y arriver quoi qu'il arrive. Et ce mur, nous avons plusieurs moyens d'y arriver. Soit on l'anticipe, on l'accompagne et on essaye de faire en sorte qu'il ne détruise pas les autres valeurs. Soit on va y arriver dans un monde de violence, dans un monde de barbarie. Et ça va entraîner des chutes, mais des chutes de la civilisation, encore une fois, sur un plan concret. Si je dis ça, c'est pas pour planter un décor, encore une fois, en disant c'est un drame qui est devant nous. C'est que nous avons la capacité d'accompagner ces dérèglements, ces changements, et de garder la main sur un certain nombre de sujets. Si nous ne le faisons pas, et c'est une des réponses, et après on va rentrer vraiment dans le cœur, si nous ne le faisons pas, alors de toute façon ça va arriver,
Mais ça arrivera avec un cortège de drames, comme ça existe déjà sur les déplacements de population dans un certain nombre de pays. Toutes les guerres dont on nous explique qu'elles sont ethniques, moi je veux bien qu'on les prenne une par une, et je me fais fort de vous démontrer, mais vous le savez, que quasiment pour l'essentiel, c'est lié par exemple à des concurrences avec des éleveurs qui se retrouvent face à des agriculteurs tout simplement parce que leur pâturage n'est plus en mesure de répondre et ils se déplacent et ils entraînent avec eux, et effectivement derrière on va trouver des logiques ethniques. On trouve toujours un prétexte à la guerre, qu'il soit religieux, ethnique ou autre, mais la première des raisons est là aussi une raison économique au sens vital du terme. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Comment est-ce que nous, on voit ça? Déjà, deux choses. Seule la société civile est en capacité de faire comprendre aux politiques qu'il faut qu'ils raisonnent en termes d'intérêt général et de temps long. La classe politique, mais la classe dirigeante d'une manière générale. Et ça, c'est le problème de la finance, mais pas que. Mais c'est quand même un des problèmes de la finance. C'est cette logique de vision à court terme, de rentabilité à court terme. En politique, ça s'appelle être réélu. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à la minute où un politique est élu, il ne pense qu'à sa capacité à garder son mandat, le pouvoir et à être réélu derrière. Et c'est donc une logique de court terme. Mais cette logique de court terme, elle a détruit la vision de long terme et d'intérêt général. Il est inimaginable que la politique ne soit plus en mesure de porter cet intérêt. Or, ils ne la porteront plus spontanément, c'est clair. Le mode de sélection des partis, le mode de sélection de nos élites, entre guillemets, fait que cet intérêt général de long terme ne reviendra plus de manière spontanée. Il n'y a donc que la société civile qui est en mesure de réintroduire ce concept dans les choix politiques. Et la finance? Alors la finance... Parce que là, et oui, non mais ça va avec. Ça va avec, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir spontanément, moi je n'ai jamais cru, peut-être parce que je suis avocat, j'ai un mauvais fond, mais moi je n'ai jamais cru qu'un financier spontanément, comme une grande entreprise, comme un chef d'entreprise, il avait vocation à porter l'intérêt général. Il peut accessoirement porter l'intérêt général, il peut à titre personnel vouloir porter un intérêt général, mais il a des comptes à rendre à ses actionnaires et quand on lui demande un TRI ou un... il est obligé de le tenir, parce que sinon il saute. Donc, il peut avoir, lui, différentes manières de vouloir atteindre ce taux, mais d'une manière générale, on ne peut pas y arriver seul. Alors, la question, c'est qu'il faut qu'on trouve les solutions pour faire en sorte que, au moins, les investissements de long terme soient protégés. On ne peut pas agir sur les investissements de court terme, sauf à rentrer dans une économie dirigée, totalement dirigée. En revanche, on peut accompagner les investissements de long terme. Lorsqu'on a voulu accompagner le développement du nucléaire dans ce pays, on l'a fait. Lorsqu'on veut accompagner le développement des énergies fossiles et les exonérer à hauteur de plusieurs centaines de milliards sur la planète et un minima de 7 à 8 milliards par an en France, on sait le faire. Donc, le rôle des politiques, c'est effectivement de choisir quelles sont les nécessités du présent, mais également du futur. Et pour ça, et là ça va en parler dans la deuxième table ronde, et je vais arrêter là-dessus, mais c'est que, par exemple, les fonds de retraite, au hasard, ont une capacité à essayer de prévoir des financements qui doivent sortir dans 15 ans, dans 20 ans sur des déficits. Eh bien, faisons en sorte que ce monde de 15 ans ou de 20 ans, il soit déjà lu par les analystes, par les financiers, comme étant un monde à risque sur certains sujets, ce que vous avez très bien décrit, et donc évitons ces risques. Faisons en sorte que les investissements, par exemple, sur la question énergétique, puisque nous avons besoin d'énergie, l'énergie est vitale, se portent sur le renouvelable, se portent sur des énergies qui, à terme, un, ne nuiront pas à la planète, et deux, permettront à cette planète d'avoir également une capacité énergétique nécessaire. Faisons en sorte également qu'on baisse les consommations. Moi, je trouve cette phrase de Jean Covici, pourtant avec lequel j'ai des divergences fondamentale sur la question nucléaire, mais c'est les seules divergences que j'ai avec lui. Voilà, c'est la seule divergence que j'ai avec lui. C'est que Jean-Marc Jancovici dit très bien, essayons de nous intéresser aux réservoirs avant de nous intéresser aux cheminées. Et ça aussi, c'est une vision très importante à avoir. C'est-à-dire, faisons en sorte que nous n'utilisions pas les énergies fossiles, donc baissons nos consommations, préparons cela, décarbonons, mais en ayant encore une fois, la volonté de ne pas traiter la pollution une fois qu'elle est émise. Ça sera bon pour nos importations, puisqu'elles baisseront, ça sera bon évidemment pour le CO2, et ça sera bon pour, j'allais dire, le vivre ensemble. Voilà. Donc en gros, moi je vois d'un très très bon œil ces engagements. Il faut qu'ils soient maintenus, il faut les continuer. Je ne crois pas que spontanément et seuls, ils pourront arriver à fonctionner, parce que l'éthique, c'est beau, mais ça ne suffira pas. Donc il faut normer à côté, il faut qu'on réoriente, et ça veut dire qu'il faut que les spécialistes de gestion nous aident, parce que les politiques sont très sensibles
j'allais dire, l'intervention. Si ce sont les financiers eux-mêmes qui pointent un risque à 15 ou 20 ans, alors ils les entendront et ils prendront en compte les mesures pour accompagner. On a l'arsenal juridique et l'arsenal économique pour faire en sorte que les investissements soient privilégiés par rapport à d'autres, surtout sur le long terme. Faisons-le. Ok. Merci, Monsieur Durand. Je vais passer la parole à la salle, parce qu'on a démarré un petit peu en retard. Pour les questions, est-ce que, je vais imposer la thématique d'office, est-ce qu'il y a une rationalité financière aujourd'hui à décarboner l'économie? On va prendre un petit quart d'heure pour ça, parce que ça me semble être l'enjeu clé. Présentez-vous s'il vous plaît, et puis votre question ou votre commentaire. Merci. Bonjour, Roger Riese, secrétaire général d'Énergie franco-allemande. J'ai une question peut-être un peu naïve, je suis ingénieur. Et puis peut-être M. Lutz. On a appris il y a 2 ou 3 semaines, maintenant la Banque centrale européenne va imprimer 60 milliards, sinon vraiment imprimer, mais quand même 60 milliards d'euros. Et j'ai appris ça dans un think tank du ministre des Finances, que pas mal de crédits qui étaient déjà donnés par la KfW en Allemagne, par la Banque d'investissement européenne, par les banques françaises, vont être rachetés par la Banque centrale. Alors, ces banques de soutien pour le KfW en Allemagne ont des possibilités maintenant de réinvestir dans des projets qui font peut-être du bon sens, à des taux très intéressants. Est-ce que c'est pas 60 millions par mois, avec ça on peut faire déjà pas mal de choses. Vos 100 milliards sont petitesses contre ça. Alors, est-ce que c'est pas un chemin de faire, de mettre cet argent dans un bon sens et de faire des projets du bon sens? Marc ou Hugues, est-ce qu'il y a des ferments de ça, ce genre de fléchage? Qu'est-ce que l'on voit émerger aujourd'hui? Je pense que déjà c'est une réflexion très intéressante, mais le problème c'est qu'il y a une divergence entre ces mondes. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une dissonance entre ce que tout le monde qui suit la science sait qu'il faut faire et ce que nous faisons tous quotidiennement. Il y a une dissonance générale. Il y a un autre problème, ça c'est pas tellement la dissonance, mais la divergence entre les différents mondes. Tout le monde est tellement spécialisé dans le truc. Pour les banques centrales en ce moment, la crise numéro 1 qui dépasse pour eux le changement climatique, c'est la déflation globale, et donc ils veulent lutter contre. Mais moi je suis absolument je défendrai absolument la position que vous venez d'évoquer, et qu'il faudrait absolument que les pouvoirs publics investissent plus dans l'infrastructure, low carbone. Je pense que c'est une opportunité incroyable avec les taux d'intérêt, comme vous venez de dire, que nous avons actuellement. Ça aurait tout le sens du monde de faire de très grands investissements. On a l'exemple en Chine en ce moment. Pourquoi la Chine, c'est le seul pays qui vraiment avance en ce qui concerne le nucléaire en ce moment? Et moi, je ne dis pas si je suis au pour le nucléaire, ça, c'est pas la question. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi la Chine peut avancer sur un dossier sensible comme ça. Pour le nucléaire, il y a beaucoup de questions évidemment, mais l'une des questions les plus importantes, c'est le financement et le coût de financement. Et donc, l'atout de la Chine, c'est qu'ils peuvent financer à des taux très très bas, ce qui n'est pas tellement possible, même avec l'environnement de taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Les investisseurs exigent un risque premium, mais pas tellement en Chine où on peut avoir le soutien total de l'État. Donc, moi, je voudrais bien voir davantage d'engagement public, surtout dans le débat infrastructure low carbone. C'est, comme vous avez dit, une opportunité unique avec ces taux d'entrée, et je pense qu'il faut absolument que les pouvoirs publics et les banques centrales s'engagent plus, mais c'est pas moi qui va les convaincre. Hugues, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pouvez faire un état des lieux des engagements, des
ferment d'une décarbonation dans des fonds institutionnels aujourd'hui en Europe? Alors, je vais répondre à ta question d'avant déjà, par rapport à, enfin, on va essayer en tout cas, par rapport à la mobilisation notamment des investisseurs publics ou des fonds publics sur ces questions-là. En gros, on peut voir la question de manière très polarisée. Il y a deux grands blocs. Il y a toute une famille d'institutions qui ont vocation à financer le futur, on va dire, qui vont être sensibles à une direction, notamment une direction impulsée par les pouvoirs publics, notamment quand ces institutions-là sont publiques. Donc, quelque part, elles ont un mandat. Elles ont le mandat de financer la transition énergétique en France d'une certaine manière, peut-être d'une autre manière dans d'autres pays. Mais du coup, il y a une question de direction, et elles vont être sensibles à cette direction, à cette contribution à une transition, quelle qu'elle soit d'ailleurs dans l'absolu, mais à un changement. Et donc ça, on va plutôt être dans le monde des institutions publiques. Donc là, clairement, s'il y a une direction qui est donnée de manière très, très claire et avec des moyens en conséquence par les pouvoirs publics, on peut imaginer que la courroie de transmission se fait relativement bien. Et du coup, tout ça pourrait avancer assez bien. Ensuite, il y a le deuxième monde, qui est plus le monde des institutions privées, qui, elles, ne vont pas forcément avoir le mandat de financer un objectif long terme particulier, qui ont d'autres engagements vis-à-vis plutôt de leurs actionnaires ou d'autres parties prenantes qu'on a rappelé juste avant. Et du coup, ces institutions-là vont être sensibles à d'autres facteurs. Et donc là, on pourrait imaginer une courroie de transmission qui fonctionne relativement bien. C'est le moteur, on va dire, du risque, et qui devrait faire bouger les lignes et les stratégies d'investissement des uns et des autres en fonction de l'anticipation de ce qui va se passer. Alors, est-ce que ça vous... Sauf que ce qui va se passer en matière de climat, quand on parle que de climat purement physique, on est sur des horizons temporels qui sont relativement longs, alors qui se rapprochent au fur et à mesure, mais qui ne sont toujours pas dans le radar de la plupart des décideurs financiers. Et donc, globalement, ils ne vont pas pouvoir réagir de manière rationnelle à un signal qui leur serait fourni, puisque ce signal, il ne rentre pas dans leur champ de vision. Du coup, ils ne rentrent pas dans leur mandat de répondre à un signal qui n'est pas le leur. Hugues, j'ai l'impression... C'est logique. Attends, juste pour finir, et c'est pour ça qu'on a inventé un truc qui s'appelle le prix du carbone, qui est censé donner aujourd'hui une matérialité à ce risque un peu long. Mais étant donné que le prix du carbone est ce qu'il est aujourd'hui, l'incapacité est quasiment totale pour un investisseur rationnel par rapport aux règles du jeu qu'on lui demande de suivre, d'anticiper un signal qui n'est pas le sien. Donc autrement dit, on n'a pas les bonnes lunettes, on a une myopie et on n'a pas les bons signaux. Du coup, globalement, on revient sur le rôle des pouvoirs publics et le rôle du régulateur pour donner les bons signaux et faire en sorte que ça bouge. Ok, donc tu as répondu à ma question, je l'ai remise, on va en prendre une autre. Monsieur. Bonjour, Joël Gréa, cofondateur du groupe Dojo. Alors moi je suis un petit peu plus optimiste sur l'importance de la finance par rapport et en revanche plus pessimiste sur le rôle de la société civile, parce que la finance elle peut faire de l'argent. Or, comme une maxime qu'on entend souvent nous le rappelle, on ne fait pas de business sur une planète morte, et donc la finance a intérêt à préserver la planète. De manière générale, si on veut vendre, si on vend quelque chose qui demain n'aura plus de valeur, on arnaque l'acheteur. La finance n'aime pas être arnaquée. Dès qu'elle a conscience de ça, la finance va se mettre dès qu'elle aura conscience de ça pleinement, la finance va se mettre à agir beaucoup plus rationnellement que le commun des mortels qui est, comme chacun sait, beaucoup plus motivé par ses émotions, par sa raison. Donc j'ai plus confiance en la finance qu'en la société civile. Et honnêtement, ça m'attriste. Maintenant, j'ai un problème en termes de compétences de tous ces acteurs, que ce soit la société civile, la finance ou les politiques, en termes de technique. On nous a parlé récemment de « Oh, c'est génial, le prix de la production des énergies renouvelables diminue. » Oui, c'est génial, sauf qu'elles ne sont produites pas à l'heure à laquelle on en a besoin. Il faudrait mettre un petit peu d'argent, enfin un petit peu massivement de l'argent dans le stockage de l'énergie. On a mis la charrue avant les bœufs. Comment est-ce qu'on intègre tout ça quand on a des acteurs qui ont une compétence économique et pas du tout technique ou scientifique? Ok, merci pour ce commentaire. Une autre question peut-être? Christophe Etier. Bon, après, effectivement, je pense qu'on est chacun capable de parler 10 minutes sur le sujet et d'avoir des choses à dire fort passionnantes. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est que le désinvestissement, c'est très bien, mais si on a un fonds qui désinvestit, qui rachète ce qui a été désinvesti? Parce que je ne suis pas sûr que quand un fonds désinvestit, ça va à la poubelle directement. Donc, qui rachète? Pourquoi il rachète? Comment ça se joue sur le système?
Ça, c'est le premier point. Et ça a été évoqué un tout petit peu, mais revenir aussi sur l'attitude des financiers, de toute la chaîne de commandement, je dirais, du financier. Est-ce qu'ils sont tous avec ces mêmes critères de décision, ou est-ce que c'est très disparate, même si vous avez rappelé que c'était à peu près 50 milliards et on est loin de tout ce qui a été investi? Si je peux donc juste passer quelques réponses là-dessus. Donc en gros, concernant, vous avez complètement raison, concernant le sujet divestment, des investissements, on est d'accord que si on revend un actif, c'est globalement il y a quelqu'un d'autre pour le racheter. Premièrement. Ensuite, deuxièmement, toute la pression qui est mise aujourd'hui sur ce sujet-là, c'est essentiellement sur les actions, donc sur les titres actions des sociétés qui travaillent dans tout ce qui est énergie fossile et qui sont cotées. Et que acheter et revendre une action qui a déjà été émise il y a 10 ans n'affecte plus, si vous voulez, ou moins même, mais n'affecte pas directement la capacité à produire de l'énergie d'une entreprise. Surtout dans les conditions actuelles où, quand il y a en effet quelqu'un qui désinvestit, ça reste sur des montants relativement faibles par rapport à l'ensemble des capacités financières de l'entreprise. Donc tout ça pour dire qu'en effet, c'est la faiblesse et la limite du mouvement de désinvestissement aujourd'hui, parce qu'il n'a pas encore la masse critique, c'est qu'il a une capacité relativement faible à jouer sur les données financières de l'entreprise et le coût du capital pour cette entreprise. Alors clairement, si on imagine que ça grossit, on va avoir plus d'investisseurs qui sortent de leur position, ça va faire chuter les prix, s'il y a moins de demandes, globalement l'entreprise va être en plus grande difficulté pour lever des fonds. Mais à ce jour, en tout cas, il n'y a pas eu d'impact significatif là-dessus. Marc, un commentaire peut-être là-dessus. Est-ce que, dans quelle mesure Desinvest, c'est pas un peu du wishful thinking? Comment tu vois ça? Oui, bon, il y a cette dimension, effectivement. En même temps, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, il s'agit aussi, au début là, tu as évoqué les cas du tabac et l'apartheid dans le passé. C'est sûr qu'il y a un impact... Ça a marché. Comment? Ça a marché. Ça a marché parce que ça fait en sorte que certains investissements deviennent inacceptables socialement. Donc ça, je pense, c'est plutôt la logique à la fin du désinvestissement. Ça peut marcher, ça peut pas marcher, ça peut prendre du temps, évidemment. Donc en attendant, c'est clair qu'on peut toujours dire si quelqu'un d'autre le rachète qui est moins responsable que la personne qui vend. S'il y a quelqu'un qui vend à cause de préoccupations éthiques, c'est forcément quelqu'un de responsable. Et donc pourquoi vendre à quelqu'un qui est moins responsable? Ça c'est l'argument contre. Je pense la logique c'est de dire il faut absolument que ça devienne inacceptable socialement. Voilà, ça prend du temps évidemment. En même temps, moi je suis persuadé qu'il faut utiliser toute la fourchette des armes qui sont disponibles, l'engagement, à la limite, les investisseurs qui veulent désinvestir, je pense que c'est une action tout à fait légitime. Donc, pas tout le monde va agir de la même façon, et je pense qu'on ne peut pas être prescriptif. Il y a une logique pour chacune de ces actions, et voilà, mais c'est clair. C'est une boucle et finalement à trouver entre finance et politique. Oui, absolument. Et du coup, je donne le mot de la fin à ce rapide tour d'horizon. Juste un mot pour dire que la question des investissements, on peut trouver, moi je veux bien la finance rationnelle par nature pendant que les autres, etc. On peut tout autant, on a compris ça. Mais simplement, ce que je sais, c'est que les investissements et les choix énergétiques qui ont été faits ont toujours été accompagnés par la puissance publique, qui a fait des choix politiques et qui a permis à la finance d'avoir une vision à moyen et à long terme. Elle en a besoin, je dis simplement que les politiques peuvent réorienter de manière aussi rationnelle et technique, j'ai pas d'inquiétude là-dessus, et la finance suivra, parce que ça sera son intérêt aussi à court terme. Ça, c'est une première chose. La deuxième, on a un problème majeur de choix d'investissement. On disait tout à l'heure les 60 milliards. Mais là, on a le plan Juncker. Le plan Juncker, il est en train de sortir. Le plan Juncker, il a 23 milliards qui vont servir de garantie, en fait, pour que les investisseurs privés se sentent au moins garantis à hauteur d'une petite partie. Ce que l'on voit là, et c'est là où ça échoue,
c'est que le plan Juncker, au lieu de porter l'intérêt général européen, celui d'un transfert d'énergie et d'un horizon 2020, 2030, 2050, il a demandé aux États de proposer un certain nombre de sujets à investir. Qu'est-ce qu'elle a fait la France? Elle a pris par exemple, et les autres pays ont fait pareil, ce qu'il y avait dans les tiroirs, hop, le Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, il est là depuis des années, c'est en gros 20 milliards, on sait pas, et ben crac, on demande à l'Europe de cofinancer. Donc oui, c'est de l'infrastructure, je suis pas sûr qu'elle soit bas carbone. Donc ce que je veux dire, et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un intérêt commun, c'est qu'il faut que la classe politique porte l'intérêt général. L'intérêt général, il résulte aussi de ce que demandent les citoyens, qui ne sont pas tous des crétins, et ils peuvent de temps en temps aussi savoir ce qui est bon pour l'humanité, pas simplement les financiers. Donc il faut les entendre, et il faut faire en sorte que nos investissements soient directement liés au bien général et permettent à l'économie de vivre, parce que oui, il y a des infrastructures bas carbone qui peuvent créer beaucoup de richesses dans ce pays et créer de la croissance d'une manière générale. C'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. Voilà. Merci beaucoup. Alors voilà pour cet avenant définitif. Je laisse la parole. On va essayer de voir un peu la mise en musique concrète de je sais pas, de cette politique wishful thinking ou vrai issue.